Pour ce qui est des réformes bancaires et du système financier, les principales réformes qui ont été effectuées à ce jour sont en cours d'opérationnalisation et ont été décidées au sein de la Banque des règlements internationaux. En fait, il y a 5 mesures importantes, enfin 5 axes importants sur lesquels on travaille, sur lesquels les gouvernements et les responsables en fait travaillent. Le premier, c'est en fait le renforcement de ce qu'on appelle le noyau dur de capital des banques. Pour essayer d'être simple, en cas de perte sur les actifs, ce qui s'est passé au niveau bancaire, lorsqu'il y a des paiements en défaut, lorsqu'il y a des risques de défaut qui augmentent, c'est le capital est là en fait pour absorber les pertes. Et la réglementation de Bâle, qui a été décidée au sein justement de la Banque des règlements internationaux, vise en fait à ce que les banques aient suffisamment un niveau de capital suffisant pour pouvoir absorber ces pertes. Il s'est avéré avec la crise que ce niveau de capital s'est révélé insuffisant puisque les principales banques qui ont eu des problèmes en fait à la fois aux États-Unis et en Europe respectaient cette réglementation plus ou moins, elles avaient un ratio qui était suffisant. Mais néanmoins, le montant de capital ne pouvait pas faire face aux pertes encourues durant la crise. Donc les régulateurs se sont dit qu'il y avait un problème à ce niveau-là et notamment, ils se sont dit qu'en fait, le problème principal, c'était que dans la composition du capital, la seule partie qui peut absorber les pertes, ce sont les actions, ce qu'on appelle ordinaires, et qu'en fait cette partie-là est insuffisante. Donc aujourd'hui, la réglementation jusqu'à la crise, le minimum de fonds propres que les banques devaient détenir était de 8%, et au sein de ces 8%, les actions n'en représentaient que 2%. Donc aujourd'hui, on vise en fait, le premier axe, c'est d'essayer de renforcer cette part-là et de l'augmenter. Après, le débat, c'est jusqu'à quel niveau ? Et le débat, en fait, est assez compliqué parce que le niveau auquel, en moyenne, une banque devrait détenir, le niveau moyen qu'elle devrait détenir, est différent du niveau qu'elle devrait détenir en cas de crise. Et en fait, il est extrêmement différent, puisque en moyenne, on estime qu'effectivement, une banque avec un niveau de 8% même inférieur peut tout à fait faire face à des risques de paiement courant. Mais en cas de crise, justement, dans le secteur bancaire, on a ce qui s'appelle la concentration des risques. Et cette concentration des risques fait que lorsqu'on a un scénario pessimiste qui se déclenche, eh bien, les pertes s'accumulent de façon exponentielle. Et pour certaines banques, la part du capital, donc des actions ordinaires qui ont été absorbées avec les pertes, était de l'ordre de 20%. Donc en fait, c'est ça le principal problème. C'est qu'on ne peut pas demander à une banque de détenir en permanence 20%, parce que c'est coûteux pour elle et pour, de toute façon, l'activité économique. Mais en même temps, on voit bien que le niveau qu'elles détiennent en moyenne est insuffisant à la fois. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on en a beaucoup plus parlé, c'est d'essayer de renforcer les capitaux propres par rapport aux risques de marché pris par les banques. Bon, ça, on en a plus entendu parler, puisqu'on sait que les banques ont été beaucoup mises en accusation pour avoir utilisé les marchés financiers beaucoup trop, et notamment titrisé. Donc la titrisation, elle était au cœur du débat. Donc là, il s'agit effectivement de renforcer les fonds propres en fonction de leur activité de titrisation. Mais pour comprendre le problème aussi sous-jacent, c'est qu'en fait, la titrisation, elle est née dans les années, dans les 5 dernières années, on va dire, elle existe depuis longtemps, mais elle s'est développée fortement dans les 5 dernières années sur le marché immobilier, comme un moyen de contourner justement la réglementation en fonds propres. Donc c'est pour ça que c'était pas réglementé, parce que justement, c'était la réaction du secteur bancaire à la réglementation de Bâle. Et donc en fait, les banques se sont aperçues qu'en titrisant des prêts immobiliers, ça leur coûtait moins cher qu'en les détenant en portefeuille, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième axe important. Alors, il n'y a pas que la titrisation qui est visée dans ce deuxième axe. Il y a toutes les activités de marché, les activités sur les produits dérivés en particulier, puisqu'on veut aussi que les produits dérivés soient davantage centralisés au niveau de leur gestion aujourd'hui.
Le troisième axe, en fait, il concerne la liquidité. On envisage, en fait, on veut absolument, puisque la crise a révélé que la liquidité est un point clé dans la gestion des banques, puisqu'en fait, la crise est venue des marchés monétaires. Les marchés monétaires, c'est là où les banques, en fait, viennent emprunter des liquidités. Et c'est ces premiers marchés qui ont été gelés. En fait, c'est là que la crise est réellement apparue. Puisqu'en fait, lorsqu'on a compris que certaines banques étaient en difficulté, leurs pairs, en fait, n'ont pas voulu les refinancer sur ce marché-là. Donc, on s'est aperçu que les fonds propres, c'est bien pour couvrir les pertes, mais ce n'est pas suffisant pour prévenir un début de crise et que, notamment, jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment, on ne s'était pas posé la question de la gestion de la liquidité et que c'était peut-être le moment de se la poser. Donc, aujourd'hui, on va, comme on a fait un ratio de fonds propres, on va faire un ratio de liquidité à court terme, mais également à long terme. Donc, les deux sont visés. Le quatrième axe, c'est d'avoir un ratio de fonds propres en fait, qui ne soit plus ce qu'on appelle procyclique. Alors là aussi, c'est peut-être pas tout à fait simple à comprendre, mais en gros, lorsqu'on dit qu'une banque doit détenir 8% de ses actifs sous forme de fonds propres, on parle d'actifs pondérés par les risques. Donc on comprend bien lorsqu'une situation de récession se déclenche, lorsqu'il y a une crise, forcément les risques augmentent. Donc ça veut dire qu'en plein là où les banques ont le moins de fonds propres, lorsqu'elles absorbent leurs pertes, on leur demande d'en détenir plus, puisque les actifs sont plus risqués. Donc on s'est dit que ça ne mettait pas les banques dans une situation favorable et que ça contribuait à aggraver la crise. Donc en fait, là, le projet, c'est d'avoir un ratio de fonds propres qui est beaucoup plus, qui n'est plus procyclique, mais anticyclique. Donc ça voudrait dire faire en sorte que les banques constituent plus de fonds propres lorsque tout va bien et moins de fonds propres lorsque ça va moins bien. Donc ça veut dire que si on imagine par exemple qu'on va sur une norme de fonds propres de 10% au lieu de 8 aujourd'hui, ben, elle pourrait en avoir, on va leur demander d'en détenir 12 lorsque tout va bien, et puis on va tolérer qu'elles n'en détiennent que 6 lorsque ça va moins bien. Voilà, c'est l'idée d'une norme moins procyclique. Et puis le dernier point important, c'est qu'on veut aussi assortir le ratio de fonds propres ce qu'on appelle un effet de levier maximum. Donc un effet de levier maximum, ça veut dire essayer aussi de limiter l'endettement des banques, donc quelque part de limiter leur activité. Donc ça vient en complément en fait du ratio de fonds propres. Donc ça, c'est les 5 axes majeurs. Maintenant, en fait, le problème de ces réformes, c'est qu'elles s'attaquent tout en fait au coût du risque, puisqu'en fait, ça va à chaque fois renforcer le coût du risque que prennent les banques. Maintenant, la question qui se pose éventuellement, c'est est-ce que ça va être suffisant pour limiter les risques pris, qui est une deuxième question. Ces 5 axes principaux qui sont discutés au sein de la Banque des règlements internationaux, normalement, ces normes sont en place et l'objectif, c'est qu'elles soient respectées par les banques à l'horizon 2011-2012. Maintenant, il y a d'autres plans gouvernementaux qui sont également en cours. On a entendu le gouvernement américain qui voulait également restreindre la taille de ces banques, essayer éventuellement de limiter certains types d'activités des banques. Alors, on ne va pas revenir vers ce qu'on appelait un Glass-Steagall Act, qui est la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement, comme dans les années 30. Mais ce que voulait l'administration Obama, c'était de faire en sorte que les contribuables ne soient plus mis à contribution parce que les banques tirent profit de leur protection, de ce qu'on appelle le safety net ou de filet de sécurité, qui vont protéger les banques et qui, en dernier ressort, sont financés par les contribuables lorsque la crise prend l'ampleur qu'on a connue récemment. Donc en fait, le plan Obama, il vise ça, mais de la même façon, il y a certaines questions qui se posent quant à son efficacité, puisqu'en fait, l'activité qu'il vise, qui est l'investissement en fonds propres des banques dans des activités risquées, en fait, dans les principales banques américaines, les 10 qu'on nomme souvent, qui sont les 10 principales, cette activité représente peu de leurs revenus. En fait, ça représente en moyenne 5%. Donc on se dit que c'est beaucoup de discussions pour un effet qui n'est peut-être pas
qui ne sera peut-être pas très important à la fin.